Ce 7 décembre 2025 risque d'être gravé dans l'histoire du Bénin comme le jour où le silence a explosé, comme le jour où le peuple, à travers le tumulte, a rappelé à ses dirigeants et aux puissances étrangères que la souveraineté n'est pas négociable. Ce matin-là, alors que la ville dormait encore, les écrans de la télévision nationale se sont allumés sur des hommes en uniforme. Le ton était solennel, la voix grave. Le président Patrice Talon est destitué. Nous prenons le pouvoir. À la tête de ce groupe, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, nommé président d'un prétendu comité militaire pour la refondation CMR. Il annonçait la suspension de la Constitution, la dissolution des institutions, la fermeture des frontières, une déclaration de rupture spectaculaire. Dans les rues, à Porto Novo et à Cotonou, des tirs, des patrouilles, des quartiers bouclés. L'ambassade de France, suivie d'autres chancelleries étrangères, lançait des alertes à ses ressortissants. Le monde retenait son souffle. Le Bénin, longtemps cité comme exemple de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, venait de vaciller. Mais quelques heures plus tard, le visage du calme renaissait. Le gouvernement, via le ministre de l'Intérieur, assurait que l'ordre était rétabli, que l'armée avait neutralisé les putschistes, que le président Patrice Talon était sain et sauf, et que le pays était sous contrôle. Plusieurs soldats coupables de la mutinerie étaient arrêtés. Le signal télévisé restitué, la normalité appelait à reprendre ses droits. Talon a fini par prendre la parole, lui-même ou du moins ses proches, pour rassurer les Béninois. Tout va bien, la République tient, les institutions sont intactes. L'appel est à la paix, au retour à l'ordre, à la confiance. Mais cette déclaration, quoique conçue pour calmer, ne peut effacer en un instant la fracture profonde que cet événement met au jour. Car que penser de ce revirement si rapide? Du tout va bien en quelques heures? Peut-on croire que le pouvoir, la sécurité, les institutions ont effectivement été épargnés? Ou faut-il voir dans cette restauration express non l'assurance d'un retour à la stabilité, mais le signe inquiétant d'un État affaibli, sous tension, peut-être déjà sous pression de forces extérieures? Nombre d'observateurs, ici en Afrique comme ailleurs, se posent la question. Si l'armée régulière a véritablement refusé le coup, pourquoi la mutinerie a-t-elle pu aller jusqu'à s'emparer de la télévision nationale? Pourquoi la résidence présidentielle, pourquoi le palais de l'Union nationale, ces zones hautement sécurisées ont-ils été attaqués, même brièvement? Et surtout, qui, dans l'appareil de sécurité, a couvert ou laissé faire? Derrière ces doutes, une autre interrogation plus lourde prend forme, celle de l'ingérence étrangère. Depuis des années, le Bénin joue un rôle stratégique pour l'Occident, pour la France en particulier, pour ses intérêts économiques, militaires, géopolitiques dans le golfe de Guinée. Ports, commerce, infrastructures, sécurité régionale, tout converge. La stabilisation du régime de Talon passait comme un gage pour ses intérêts. Alors, quand le Bénin vacille, les chancelleries s'agitent. Est-ce un hasard si le putsch survient quelques mois seulement avant l'élection présidentielle de 2026, que Talon n'épousera pas selon lui, mais pour laquelle son camp prépare déjà un successeur? Est-elle l'œuvre d'une frange militaire réellement patriote, exaspérée par la corruption, la mauvaise gouvernance, la déliquescence de l'État? Ou est-ce un montage, un autocoup destiné à exploiter la peur, à réaffirmer l'ordre, à servir de prétexte à resserrer les contrôles, à purger les dissidences, à freiner toute contestation? Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude, pas encore. Mais ce que nous savons, c'est que la confiance populaire dans les institutions a été sérieusement ébranlée. Le Bénin, longtemps modèle de transition pacifique et d'alternance, montre ses failles. L'armée, garante historique de la nation, apparaît divisée. Les services de sécurité, infiltrés ou à la solde de groupes d'intérêt, semblent impuissants à protéger ce que l'on croyait intangible. Dans ce chaos latent, le discours de loyauté d'un Talon réapparu à la télévision ne suffit pas. Il ne rassure que ceux qui ont peur, peur de l'inconnu, peur des conséquences. Mais il ne redonne pas confiance à ceux qui, depuis des années, voient le pays glisser dans l'injustice, la dépendance, la soumission. À nous, peuple d'Afrique, il revient de regarder au-delà des mots. De ne pas croire aux illusions, aux promesses de retour à l'ordre, ordre de qui? De stabilité et stabilité de quoi? Quand un peuple ne peut plus vivre dans la peur, quand il ne peut plus jouir de sa liberté, il finit par se réveiller, par refuser le silence imposé. Mais la voie de la souveraineté ne passe pas forcément par le coup d'État. Elle passe par la justice, par la vérité, par l'état de droit. Si le Bénin veut vraiment se relever, il lui faudra plus qu'un retour express à la normale.
Il lui faudra une refondation, réforme en profondeur, transparence, ouverture, participation populaire, contrôle véritable des institutions. Le nom de Pascal Tigri ne suffira pas à forger une nation libre. Le nom de Talon, revenu sur les écrans, ne suffira pas à garantir l'avenir. Ce qu'il faut, c'est un peuple acteur, un État repensé, un destin partagé. Sinon, nous risquons de revivre, ici ou ailleurs, la tragédie de nations livrées à elles-mêmes ou livrées à l'Occident. Ce 7 décembre 2025 n'est pas seulement un événement béninois. C'est un avertissement pour toute l'Afrique, l'heure de la vigilance est de nouveau arrivée. Quand un régime, même de façade, vacille, c'est le rappel qu'aucune soumission, aucune coopération stratégique, aucune monnaie ou base étrangère ne peut garantir la dignité d'un peuple. Que le Bénin soit fort. Que ses fils restent unis. Que la souveraineté soit leur boussole. Et que le chant de la liberté, longtemps étouffé, renaisse non en coup d'État, mais en renaissance d'un État digne, juste et pour le peuple.